fraude et la corruption a épinglé dans son premier rapport 2014-2015 la Poste, le COUD, l'hôpital Le Dantec, entre autres. La réaction des syndicalistes de la santé ne s'est pas fait attendre suite aux révélations de ce rapport. Selon l'organe, des pratiques de détournement de malades ont été notées à l'hôpital Aristide Le Dantec. Le secrétaire général du SUTSAS regrette ces pratiques peu orthodoxes qui n'honorent pas la corporation. Mbalo Djacham plutôt exige que les mis en cause soient sévèrement punis pour bannir le phénomène au sein de l'hôpital sénégalais. Les précisions d'Elhaj Moussabé. Le rapport de l'OFNAC sur la corruption dans les services publics a fait montre de pratiques peu orthodoxes notées dans le secteur de la santé. En effet, le rapport révèle des manœuvres de sénégalaises. Mais nous ne cautionnons jamais, disons, les malversations ou les comportements, disons, de certains membres de notre corporation ou de notre secteur. C'est des actes aussi qui sont condamnables. La réorientation des malades de la structure publique vers une clinique privée se faisait en raison de 5 000 francs par malade versés à l'agent orienteur, justifie le rapport de l'OFNAC. Pour le secrétaire général du SUTSAS, des carences dans le secteur et le manque d'éducation peuvent être à la base de ces pratiques douteuses. Il y a des gens qui pour rien au monde ne le feraient jamais. Donc il y a un problème d'éducation, il y a un problème de formation, mais il y a aussi un problème, disons, de relation entre l'offre et la demande. De ce fait, si un plateau donc, présente beaucoup plus, disons, de garanties de soins, donc les gens n'hésiteront pas à y aller, et quel que soit, disons, alpha. Et de ce point de vue, donc, nous insistons encore sur la nécessité de recruter, mais de rémunérer aussi. Et aussi, en dehors de la rémunération, aussi de dégager des statuts de rétention. Dans ce dossier qui aujourd'hui est pendant devant la justice, Mbalo Djacham attend à ce que les coupables soient dénichés et sévèrement sanctionnés. Si on administre une leçon à ceux qui sont à ces pratiques, d'autres ne tenteraient jamais de le faire. Le rapport de l'OFNAC a également révélé d'autres cas de corruption notés dans d'autres secteurs de l'administration publique. On peut en citer le centre des œuvres universitaires, les services des impôts et domaines de Bourguiba, entre autres. Le directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar déplore l'attitude des agents de l'OFNAC. Il précise qu'il n'a pas embauché une personne à titre posthume, mais il a employé la femme d'un agent décédé. Plus de détails que vous propose d'écouter les explications de Cheikh Omar Anne au micro de Fatou Bintou Diagne. Il faut rappeler, c'est qu'à la suite d'un événement douloureux, au cours duquel 2 agents du COUD ont atrocement perdu la vie. Ils étaient en mission pour payer les temporaires. Ils ont été calcinés dans leur voiture. Et pendant 2 jours, on ne savait pas que c'était des agents du COUD. C'est le lundi matin qu'on est allé les chercher et qu'on les a trouvés. Le directeur du COUD, le GT, après proposition des services compétents, a pris la décision d'embaucher à titre posthume le chauffeur qui n'était que temporaire. Pour au moins lui faire bénéficier, c'est une pratique dans toutes les administrations. Les cas les plus récents, c'est le policier assassiné lors des événements de 2012, la présidentielle de 2012. Mais dans l'exécution, on a vu que il y avait un problème. Parce que si c'était à titre posthume, il ne pouvait avoir que des indemnités. Il ne pouvait pas être payé. Il ne pouvait avoir que des indemnités. J'ai pris la décision de supprimer cette décision-là. Vous verrez que c'est supprimé et on n'a jamais payé de salaire. Et j'ai recruté sa femme. Parce que c'est elle qui devait garder ses enfants. Cheikh Omar Anne faisait face à la presse cet après-midi. Bien, mais peut mieux faire, c'est la note que la société civile attribue à l'OFNAC, la RADDHO et la COS M23 souhaitent que ce rapport ne reste pas lettre morte. Ces organisations de la société civile souhaitent également que les personnes qui ont été épinglées soient poursuivies par la justice. Toutefois, elles invitent les populations à accompagner l'OFNAC pour le redressement du pays. Ibrahim Fall. Le rapport publié ce mardi par l'Office national de lutte contre la corruption et la fraude
semble séduire bon nombre de citoyens. Parmi eux, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme et la commission orientation et stratégie du M23. Ces organisations se félicitent de l'enquête menée par l'OFNAC. Il faut se féliciter du rapport qui a été un rapport très riche en termes d'investigation parce qu'il y a eu des enquêteurs chevronnés, des experts qui ont fait un travail excellent à saluer. Tout d'abord, nous saluons le comportement de cette institution qui est entenu par le contribuable sénégalais. Il ne faut pas oublier que l'OFNAC nous coûte plus de 400 millions de francs CFA. Pas question de s'arrêter à la publication des rapports selon les forces vives de la nation. Pour elles, le suivi de ces rapports revêt un cachet fondamental pour redresser le pays. Nous recommandons fortement que le travail ne s'arrête pas uniquement aux recommandations. Il faut que l'OFNAC également veille au suivi de l'application de ces recommandations. Nous sommes habitués à ce qu'il n'y ait jamais de suite par rapport aux dossiers, en tout cas qui éclaboussent certains responsables hiérarchiques de la fonction publique. On ne sait pas en fait ce qui motive ce comportement. La justice va-t-elle se saisir de ces dossiers et aller jusqu'au bout? Le président de la République, il a la prérogative quand même de donner des orientations, ce qui n'est pas bien pour la démocratie, ce qui n'est pas bien pour la justice sénégalaise. Que la justice fasse son travail et nous souhaitons également que la justice aujourd'hui, à qui ces résultats sont destinés, aille jusqu'au bout de ce travail-là de suivi. Les corps de contrôle publient chaque année des rapports épinglant de grosses pointures du pouvoir. Les forces vives de la nation sont dubitatives quant à la suite qui sera réservée aux événements. Elles espèrent toutefois que cette fois-ci la justice fera son travail et appliquera la loi dans toute sa rigueur. Au chapitre politique, dans les rangs du pouvoir, l'on prépare activement le dialogue national lancé par le président de la République. Le président de l'Assemblée nationale a reçu ce mardi la coalition Benno Siggil Sénégal pour échanger sur cet appel. Le coordonnateur de la coalition accueille positivement cette invite du chef de l'État. Il appelle en outre l'opposition à venir répondre à cet appel. Ibrahim Badiane est le coordonnateur de la coalition Benno Siggil Sénégal et s'exprime au micro de Abigail. Benno Siggil Sénégal soutient vivement le dialogue. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un sujet d'intérêt national, Benno Siggil Sénégal s'est retrouvé, que ce soit en séminaire, lorsqu'il a fallu parler de l'acte 3, en séminaire quand il a fallu parler du PSE, en séminaire également aussi quand il a fallu parler des APE et notamment également aussi des autres aspects, n'est-ce pas, qui agitent la vie politique nationale. Nous avons eu à appeler aux assises nationales, ça a été un dialogue. Donc on ne peut pas refuser aujourd'hui que l'opposition mène des activités. Mais ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, l'ensemble des Sénégalais devraient se donner donc la main pour essayer de s'asseoir autour du même table, diagnostiquer les problèmes et essayer de leur trouver donc des solutions dans l'intérêt exclusif du Sénégal. Ce ne sera pas un dialogue pour discuter du mode de dévolution du pouvoir, ou bien combien d'années on va faire au pouvoir, ou bien comment faire pour qu'eux, ils nous remplacent. Il ne s'agira pas de ça, il s'agit de passer en revue l'ensemble des problèmes qui agitent le pays. Notamment ces nombreux mouvements de grève que vous voyez. Et aujourd'hui, pour produire, il faudrait au moins, pour partager, il faudrait au moins produire. Et donc réfléchir sur comment faire pour produire, permettre au moins à l'ensemble des secteurs qui sont en demande donc de pouvoir disposer de ressources capables donc de régler leurs problèmes. Juste vous dire que vous pourrez suivre en fin d'édition le dossier du jour consacré à la rationalisation du nombre de partis politiques. Je vous l'annonçais en titre, le gouvernement a décidé d'instaurer le permis à points, une décision diversement appréciée par les chauffeurs de transport en commun et taximens. Beaucoup se disent contre, ils estiment qu'une panne technique peut être à l'origine d'un accident. D'autres jugent la mesure trop sévère. Aïssatou Diop Tall a fait un tour au garage de Colobane, suivant son reportage. Se voir retirer ou confisquer son permis de conduire suite au nombre de points enlevés n'est pas chose acceptée par les chauffeurs. L'instauration du permis à points n'a jamais été autant maudit par les conducteurs de transport en commun comme ceux des particuliers. Parce que s'il s'agit d'une infraction commise par le chauffeur, là je suis d'accord qu'on lui retire des points. Mais si le problème vient de la voiture, là, quel ne devrait pas être le cas.
Retirer le permis de conduire à un chauffeur à cause des points, c'est inadmissible. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas être d'accord avec cette décision car on ne peut rien faire contre la volonté divine. Dans ce qu'il est convenu d'appeler permis à point, le nombre d'accidents commis est équivaut au nombre de points retirés au chauffeur, ce qui fait que certains préfèrent l'ancienne méthode. Je pense que mieux vaut maintenir l'ancienne méthode qui est la prison ou confisquer votre permis pour une durée de 3 mois. Vraiment, je préfère cela. Si tu es ivre et que tu commettes une infraction, là, je suis d'accord. Ou bien tu fais des actes d'indiscipline. Mais on vous dit qu'il y a un choc et automatiquement vous appliquez le permis à point. Là, c'est anormal. S'il s'agit d'une infraction commise par le chauffeur, là, je suis d'accord qu'on lui retire des points. Ça n'est pas tellement grand-chose. Les mesures, il faut les prendre. Il faut les prendre. Selon la situation. Quelle est la situation? Laissez les gens travailler librement. Mais ils ne sont pas libres. Nous ne sommes pas libres. Sur ce point, la direction des transports et le service des mines n'ont pas voulu se prononcer, prétextant qu'ils ont des réunions. Reste à voir s'il y aura accord entre le gouvernement et les chauffeurs pour que cette décision soit appliquée. Allons à Rufisque. Les agents de sécurité de proximité délivrent des attestations de contrôle aux chauffeurs, un fait décrié par les transporteurs qui soutiennent que la délivrance de ces documents ne rentre pas dans leurs prérogatives. Ces transporteurs ont par ailleurs fustigé la démarche de la municipalité qui les aurait exclus de leurs garages respectifs sans leur trouver un autre site de recasement. Le sujet est signé Abdoulaye Wanyanga. Rufisque. Il est 21h passé de quelques minutes. Au niveau des checkpoints, les forces de sécurité procèdent au contrôle des véhicules en circulation. Mais ici, un fait inédit se produit. Les agents de sécurité de proximité attestent les chauffeurs de taxi. Une chose que confirme ce conducteur. Ce sont les ASP qui m'ont attesté. Voici la preuve. Des allégations appuyées par ce transporteur qui lui aussi a fait le constat. Il soutient d'ailleurs que cela n'existe qu'à Rufisque. Les ASP font la loi ici à Rufisque, ils nous traquent partout. Et pourtant, les ASP ne sont pas habilités à livrer des attestations de contrôle, une attitude dénoncée par les chauffeurs de transport urbain. Nos seuls soucis sont les ASP. Ils sont en train d'agacer les gens, de les arrêter et d'écrire des attestations. Or qu'ils n'ont pas le droit d'arrêter les gens. Il n'y a que les ASP qui font la loi. Les chauffeurs de taxis clandestins aussi sont traqués par les autorités municipales de la ville de Rufisque. Selon ces derniers, la municipalité les déloge sans leur trouver un site de recasement. La municipalité veut nous déloger dans nos sites alors qu'ils n'ont pas un site de recasement. Assurer le transport interurbain dans la ville de Rufisque est devenu un véritable calvaire pour les chauffeurs de taxi. Ces transporteurs sont victimes de nombreuses tracasseries routières, une situation que ces derniers dénoncent. Ils veulent d'ailleurs que des mesures soient prises pour y remédier. Notre reportage du jour s'intéresse aux laveurs de pare-brise. Vous le savez, la Semaine nationale de la prévention routière a été lancée ce lundi. Prétexte pour la rédaction de faire un clin d'œil à ces laveurs qui côtoient le danger en permanence dans l'exercice de leur métier. Au rond-point de la Cité des Eaux, laveurs et automobilistes ne parlent pas le même langage. Les laveurs affirment qu'ils tentent de gagner leur vie. Les automobilistes sceptiques évoquent l'aspect sécuritaire. C'est un reportage de Lustina Sagna. Il est jeune, il vient du Fouta. Ce jeune homme se déambule entre les véhicules à longueur de journée avec sa bouteille et son éponge. Al-Fousseini est laveur de pare-brise. Voilà comment il est entré dans ce métier. C'est un ami qui m'a initié à ce métier. Quand je suis arrivé du Fouta, il a vu que je cherchais du travail. Alors c'est très gentiment qu'il m'a proposé de travailler comme lui. Laveur depuis 5 mois, Alpha, comme l'appellent ses collègues, pour un investissement de 300 francs, maximum peut gagner jusqu'à 3000 francs par jour. J'achète 25 francs d'omo pour 1 litre d'eau. Je peux utiliser jusqu'à 3 bouteilles par jour. Il arrive que je gagne jusqu'à 3000 francs, mais je n'en garde pas beaucoup puisque je dois m'entretenir avec, c'est-à-dire manger mon repas et puis assurer mon transport. C'est difficile, hein?
Dans le champ de leur travail, ces hommes payent souvent de l'insécurité de leur proximité avec les voitures et motos, une proximité dénoncée par les automobilistes. À mon avis, on doit pouvoir arrêter ce phénomène parce que c'est du commerce et tout commerce doit être organisé. Okay? C'est des gens qui vont vous dire qu'ils se battent. D'accord, ils se battent, mais il y a une manière de se battre et il faudrait que cette manière soit légale. Et à mon avis, avec les communes, les mairies et puis l'État, grosso modo, on doit pouvoir organiser le secteur. Sur le plan sécuritaire, c'est risqué pour eux, parce que se déambuler entre les voitures, il y a des risques. Ils peuvent être cognés, ils peuvent se retrouver à l'hôpital, peut-être même mourir. On rencontre tous les jours des difficultés. Les véhicules nous heurtent souvent dans l'exercice de notre métier. Malheureusement, ce sont des automobilistes qui ne s'arrêtent même pas pour nous présenter des excuses. Et ça fait très mal au cœur, mais on n'y peut rien. Au Sénégal, les accidents de la circulation restent un véritable fléau synonyme de perte de vie, de blessures graves et de dégâts matériels importants. Le nombre de personnes tuées a connu un recul de moins de 8%, soit 400 cas de décès en 2015 contre 433 en 2014. La prévention routière est intégrée dans le programme à l'élémentaire. On parle de 500 cas de décès sur la route, un chiffre alarmant qui explique ce choix. Avec cette initiative, les élèves pourront apprendre les règles de base du code de la route et éviter certains accidents. Un programme qui rime bien avec le thème de cette 16e édition de la semaine de la prévention routière, partage de route, un enjeu de sécurité routière. C'est un travail d'Adiara Sissé. Chaque année, 186 300 enfants meurent dans des accidents de circulation à travers le monde, soit plus de 500 enfants par jour. Dès lors, sensibiliser en intégrant le programme de la prévention routière dans les écoles s'impose afin que les enfants puissent adopter certains comportements préventifs. À l'école élémentaire Colobane 2, les enfants sont déjà dans le bain avec le programme Vivre dans son milieu selon ses enseignants. Donc le programme est appliqué du CI au CM2. Oui, donc c'est dans les leçons comme vivre ensemble, vivre dans son milieu. Former les enfants à respecter certaines règles du code de la route. Et puis il s'agit aussi, c'est dans le vivre ensemble qu'on leur enseigne à respecter ces règles-là. Un programme qui vient en son heure et colle parfaitement avec le thème de la 16e semaine de la prévention routière, jeunes et sécurité routière. Mais est-ce que les enfants appliquent-ils ce qui leur est enseigné? C'est vrai que ce suivi-là est un peu difficile. C'est pour cela, nous, pour évaluer par exemple ces leçons-là, on dit que l'évaluation ne se fait pas automatiquement. C'est dans le long terme. Et ensuite, comme on n'habite pas aussi les mêmes zones que les enfants, et en plus ils rentrent avant nous, c'est d'eux-mêmes que nous viennent certaines informations pour nous dire que tel, par exemple, n'a pas respecté le code de la route, que tel a fait ceci, tel a fait cela. On ne peut pas se dire que la leçon est suivie, mais c'est à long terme. Donc c'est du CI au CM2, donc c'est des étapes. C'est des étapes. Donc au CICP, on les apprend comment traverser la route, hein, quand est-ce qu'il faut s'arrêter, où faut-il passer. Donc. Quand je vois un feu vert, je m'arrête. Quand je vois un feu rouge, je traverse. Malgré les campagnes de sensibilisation, les accidents de la circulation n'ont pas toujours eu des résultats escomptés au Sénégal et surtout chez les enfants. Toutefois, la plupart de la population interpellée dit ne pas trop être informée et que les enfants doivent davantage être protégés. S'il le faut même, la police et la gendarmerie doivent intervenir dans certains cas comme le non-respect du code de la route. Adiara Sissé, parallèlement, est célébrée la semaine nationale de l'école de base. La 20e édition bat son plein. L'ouverture officielle a eu lieu à Kaolack. Cette année, l'accent est mis sur les difficultés en lecture des élèves. Les acteurs de l'éducation se sont retrouvés dans le bassin arachidier pour se pencher sur cet exercice qui se trouve être la clé d'accès au savoir. Le ministre de l'Éducation nationale en a profité pour demander aux partenaires de s'engager davantage pour une éducation inclusive. Ababakar Sadir Top était sur place. Renforcer les capacités des élèves en lecture, c'est l'objectif que se sont assignés le ministère de l'Éducation nationale et les acteurs de l'éducation. Cette année, la région de Kaolack est à l'honneur pour l'ouverture de la semaine nationale de l'école de base.
Pour la présente édition, le choix de la région Focus qui s'est porté sur Kaolack n'est pas un choix fortuit. Ville ne pouvait être plus symbolique que Kaolack. L'étape de Kaolack coïncide avec les premières évaluations en lecture dans le cadre des contrats de performance. Malgré les efforts consentis, les résultats révèlent un niveau de performance des élèves en deçà de nos attentes. L'ensemble des acteurs de l'éducation de la commune de Kaolack se sont mobilisés pour répondre à l'appel. Les élèves, par la voix de leurs représentantes, comptent relever le défi de la lecture. Nous devons tous mettre l'accent sur l'une des activités les plus fondamentales qu'est la lecture. Garante de la réussite des élèves dans toutes les autres disciplines. Ainsi, en choisissant le thème, la communauté et les partenaires se mobilisent aux côtés de l'école pour l'amélioration des performances scolaires en lecture. Le ministre Serigne Mbaye Thiam revient sur l'importance de la lecture, notamment sur ce qu'elle peut apporter à l'enfant. Pour attirer l'attention des acteurs, des partenaires et de la communauté sur l'importance de la lecture qui, dans une large mesure, conditionne la réussite scolaire des élèves. Cette 20e semaine nationale de l'école de base est intitulée « La communauté et les partenaires se mobilisent aux côtés de l'école pour l'amélioration des performances scolaires en lecture », ce qui entre dans le cadre du renforcement de l'éducation inclusive. Nous nous rendons non loin de là. À Fatick, les problèmes d'assainissement seront bientôt un vieux souvenir. Le Premier ministre a procédé ce mardi au lancement du projet d'assainissement des eaux usées et de drainage des eaux pluviales. Le projet, estimé à 11 milliards de francs CFA, sera financé par la Banque ouest-africaine de développement et l'État du Sénégal. La correspondance de Mamadou Diop. La pléthore de partis politiques au Sénégal inquiète plus d'un. Cette préoccupation n'a pas laissé indifférent l'Église qui récemment a demandé aux différentes composantes de la société à réfléchir sur comment mettre fin à ce phénomène. Pour l'opposition, la création de partis politiques relève d'une liberté démocratique instituée par la Constitution sénégalaise. Face à cette multiplicité de formations politiques, elle s'interroge sur les facteurs explicatifs. Est-ce qu'il y a beaucoup de partis politiques au Sénégal? C'est une vaste question. Quel est le critère à partir duquel on pourrait dire qu'il y a assez ou il y a trop? La création de partis relève une liberté établie par la Constitution. Les démocrates de ce pays se sont beaucoup battus. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir une discussion sur l'assainissement des mœurs politiques, qui est notre préoccupation de toujours. Le chantage, la transhumance, tout cela, ça ne concerne pas le nombre de partis, mais ça concerne peut-être la qualité. Et peut-être que oui, là, les chefs religieux ont un rôle à jouer. Comment les partis peuvent-ils participer aux élections? Qui a le droit d'y aller ou pas? Qui a droit à un financement politique si c'est instauré ou pas? Ce sont des questions importantes qui requièrent un dialogue préalable. Pour ce partisan du parti au pouvoir, l'État devrait prendre des mesures à l'endroit des partis politiques financés de manière douteuse. En commentaire à la sortie des évêques, il pense également que la place d'un homme religieux se trouve dans les lieux de culte. L'essentiel, je pense que c'est d'éviter en tout cas que des partis politiques soient parrainés de l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils disaient des financements occultes ou bien des financements que personne ne maîtrise. Je pense que aussi les religieux aussi, leur place véritablement c'est à la mosquée ou bien en tout cas du côté du bon Dieu. Au Sénégal, on dénombre l'existence de plus de 250 partis politiques. Ces derniers mois, des leaders politiques ont porté sur les fonds baptismaux leur formation, ce qui vient encore accroître les chiffres, suffisants selon certains acteurs de la société civile pour appeler à la mise sur pied d'un mécanisme qui se chargera de la réduction de ces formations, mais sur la base de critères clairement définis. Il est temps, comme l'ont dit les évêques, de s'asseoir et de discuter profondément de ce problème. Nous avons constaté que, effectivement, pour beaucoup, cela peut offrir une opportunité de promotion et d'ascension crypto-personnelle. Et pour d'autres, peut-être,
c'est pour raviver le débat démocratique. Mais quel que soit Alpha, il faudrait que l'on se retrouve effectivement le dialogue en vue avec les différentes parties permettra d'avoir un cadre de concertation, de discussion pour voir comment rationaliser l'espace politique. Tout ceci parce que la politique est devenue un fonds de commerce, estime cet analyste politique. Pour lui, une forme de racket se cacherait derrière la création de partis politiques. C'est quand même grave lorsqu'on tient compte des exigences liées au jeu démocratique. Si on convoque l'histoire politique du Sénégal, avec Senghor, on était à 3 partis politiques. Sous Diouf, les choses sont arrivées avec la coopération française. François Mitterrand, à l'époque, dans le discours de la boule, disait que désormais l'aide au développement sera liée à l'ouverture démocratique. C'était déjà le début d'amélioration et de l'augmentation des partis politiques. Mais de là à arriver à plus de 200 partis politiques, 250 partis politiques plutôt, ça montre que derrière l'engagement politique, il y a des stratégies mercantilistes adoptées parfois par les secrétaires généraux de partis, parce que les partis politiques sont financés par l'État du Sénégal. Et le fait de créer une partie politique fait de nous, en réalité, du coup, bénéficiaires. Pour moi, il y a une sorte de racket politique qui consiste à capturer de l'argent de l'État sans pour autant justifier cela par des actions politiques concrètes sur le terrain. Selon Amadou Sarr, les évêques ont raison. Lui qui fait partie de ceux qui croient que la pléthore de formations politiques est un danger pour la démocratie, pense que l'appel au dialogue du chef de l'État devrait servir de cadre pour assainir le champ politique.